Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un tout nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation commence. Le monde est alors en pleine reconstruction, mais une nouvelle frontière attend d'être franchie. C'est un défi que l'aéronautique se prépare à relever, le mur du son. Il faut savoir que pendant des siècles, l'homme a rêvé de voler plus vite que le son. Et après la guerre, des progrès technologiques sans précédent, notamment dans le domaine des moteurs à réaction, ouvrent de nouvelles possibilités. Mais une question cruciale persiste. Comment dépasser la vitesse du son sans briser l'avion en morceaux ? C'est là un immense défi, à la fois technique, scientifique et physique, que de brillants ingénieurs et pilotes vont tenter de relever. Nous allons donc plonger dans l'histoire de la naissance de l'aviation supersonique. Nous explorerons ensemble les premières tentatives pour franchir ce fameux mur du son. Nous découvrirons qui sont ces pionniers qui ont osé défier les lois de la physique. Et surtout, comment en 1947, le Bell X-1 et son pilote Chuck Yeager ont marqué un tournant historique. Alors rejoignez-nous pour un voyage fascinant au cœur de l'aviation de l'après-Seconde Guerre mondiale. Un monde où la vitesse, l'innovation et l'audace se rencontrent pour franchir une étape absolument décisive vers l'avenir de l'aviation moderne. Aujourd'hui, on analyse un document qui nous ramène à un moment charnière de l'histoire de l'aviation. La course au mur du son en 1947. Oui, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le texte se focalise sur les essais menés par la société américaine Bell Aircraft pour le compte de l'US Air Force. C'est ça. Pour cette tentative, ils ont conçu un appareil devenu iconique, le Bell X-1. Le document le décrit comme étant entièrement métallique et très robuste. Une robustesse indispensable, étant donné les contraintes aérodynamiques extrêmes attendues près de Mach 1. Mais c'est surtout son design qui est remarquable. Absolument. Pour le dessiner, les ingénieurs se sont inspirés d'un objet connu pour sa stabilité à vitesse supersonique, une balle de pistolet Browning. Le raisonnement est logique. Si la forme d'une balle est stable au-delà de la vitesse du son, un avion avec une forme similaire devrait l'être aussi. C'est une application directe des principes de la balistique à l'aérodynamique. Une autre particularité technique était sa méthode de lancement. Le Bell X-1 ne décollait pas du sol. Il était pressurisé et largué en altitude depuis un bombardier B-29 modifié. C'est un point crucial. Le X-1 était un avion fusée, avec une autonomie très limitée. Le largage en altitude par un B-29 permettait de conserver tout son carburant pour la phase d'accélération vers Mach 1, après l'avoir hissé à sa fenêtre de tir. On en arrive donc au vol historique d'octobre 1947 avec le pilote d'essai Chuck Yeager aux commandes. Une légende de l'aviation en effet. Que précise le document sur le déroulement de ce vol ? Le texte indique qu'après avoir grimpé à 12 000 mètres, Yeager a franchi le mur du son en piqué. C'est un détail notable. Oui, c'est intéressant car la plupart des récits officiels, et ce qui a fait de ce vol un jalon, c'est qu'il s'agissait du premier vol supersonique contrôlé et en palier. Le document mentionne un piquet, ce qui pourrait être une simplification ou une référence à une phase de la manœuvre. Quoi qu'il en soit, le texte mentionne aussi le film L'étoffe des héros, qui est une excellente référence cinématographique sur le sujet. Et le contexte international est important. Le document précise que dès l'année suivante, en 1948, le pilote britannique John Derry a réitéré l'exploit sur un De Havilland Vampire. Ce qui souligne bien la compétition technologique de l'après-guerre. Il est d'ailleurs pertinent de noter que le Vampire était un avion à réaction, un jet, alors que le X-1 était un avion fusée. Deux technologies différentes pour atteindre le même but. Donc pour résumer les points clés de ce document, on a le programme américain mené par Bell Aircraft qui a abouti au Bell X-1, un avion fusée robuste. Exact. Un avion dont le design s'inspire de la balistique pour assurer la stabilité supersonique et qui utilisait une méthode de lancement aérien depuis un B-29 pour optimiser ses performances. Et enfin l'exploit de Chuck Yeager en octobre 1947, franchissant le mur du son, un événement qui a ouvert la voie à l'ère supersonique, rapidement suivi d'autres nations comme le Royaume-Uni. C'est une excellente synthèse. Un moment décisif où l'ingénierie, la stratégie et le pilotage se sont combinés pour repousser une frontière majeure de l'aviation. Alors aujourd'hui, on se penche sur une information très courte, mais qui a une grande importance historique dans le domaine de l'aviation. Le document nous dit simplement « Février 1950, le MiG-17 passa Mach 1 en vol horizontal ». Oui, et c'est une phrase qui, l'air de rien, contient l'essentiel. L'élément clé, et tu l'as souligné, c'est « en vol horizontal ».
C'est vraiment ça le cœur du sujet. Exactement. Pour que ce soit clair pour l'auditeur, il faut comprendre que franchir le mur du son, donc dépasser Mach 1, c'est une chose. Mais le faire en piqué, en utilisant la gravité pour accélérer, c'est bien plus facile. Plusieurs avions l'avaient déjà fait avant. Mais le réussir en vol stable, à plat, ça démontre que la puissance du moteur seul est suffisante pour vaincre la traînée transsonique. C'est une preuve de maturité technologique en quelque sorte. Ça veut dire que l'avion est non seulement capable d'atteindre cette vitesse, mais qu'il peut la maintenir et manœuvrer, ce qui est fondamental pour un avion de chasse. Tout à fait. Et il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. On est en 1950, en plein début de la guerre froide. La course à la suprématie technologique entre les États-Unis et l'Union soviétique est lancée. Les Américains avaient déjà franchi le mur du son en 1947 avec Chuck Yeager et le Bell X-1, mais c'était un avion-fusée expérimental, pas un chasseur de série. C'est un point crucial. Le MiG-17, lui, était destiné à être produit en masse. C'était le successeur du très célèbre MiG-15 qui avait fait des ravages pendant la guerre de Corée. Le fait que les Soviétiques disposent d'un chasseur capable de vol supersonique en palier, c'était un signal très fort envoyé à l'Ouest. Technologiquement, le MiG-17 était une évolution. Il reprenait beaucoup d'éléments du MiG-15, mais avec une aile en flèche plus prononcée et un moteur plus puissant, le Klimov VK1. Ce sont ces améliorations qui lui ont permis de franchir ce cap. Donc, on a un avion qui n'est pas une révolution complète, mais une évolution très intelligente qui pousse les performances juste assez pour atteindre cet objectif symbolique et stratégique. C'est exactement ça. En résumé, cette simple ligne sur le MiG-17 en février 1950 marque un tournant. Ce n'est pas le premier franchissement du mur du son, mais c'est l'un des premiers pour un avion de chasse de série en vol horizontal. Et cela illustre parfaitement la rapidité des progrès aéronautiques de l'époque, directement alimentés par la compétition géopolitique. Un jalon important pour l'aviation soviétique et pour l'histoire de l'aviation militaire en général. Aujourd'hui, on se penche sur un personnage clé de l'aéronautique française, Roger Carpentier, et plus particulièrement sur son rôle majeur en 1952. C'est une année vraiment charnière pour l'aviation supersonique. Oui, tout à fait. On est dans l'après-guerre, une période d'innovation technologique intense, et la course au vol supersonique bat son plein entre les grandes nations. La France n'était pas en reste et Carpentier a été au cœur de cette aventure. Exactement. Pour situer le personnage, Roger Carpentier est né à Paris en 1921. C'était un passionné d'aviation depuis son plus jeune âge, ce qui l'a mené à l'école de l'air en 1939. Il a ensuite eu une carrière militaire assez impressionnante pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pilote de chasse. Et c'est après la guerre que sa carrière prend un tournant décisif. En 1947, il devient pilote d'essai. C'est un rôle fondamental car ce sont ces pilotes qui sont en première ligne pour tester les limites des nouvelles technologies et des nouveaux appareils. Absolument. Et l'appareil qui va marquer sa carrière, c'est le Mystère II de Dassault. C'était un avion en réaction, un chasseur, qui a été spécifiquement conçu pour être le premier avion français capable de franchir le mur du son. Un véritable bond en avant pour l'industrie aéronautique française de l'époque. D'accord, donc le Mystère II était la machine et Carpentier était l'homme de la situation. Alors, comment s'est déroulé cet événement marquant ? Eh bien, le grand jour, c'était le 12 décembre 1952. Aux commandes de son Mystère II, Roger Carpentier devient officiellement le premier pilote français et même européen à franchir le mur du son. C'est un exploit qui a eu un retentissement énorme. J'imagine. C'était une démonstration de force technologique. La France prouvait qu'elle pouvait rivaliser avec les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine très fermé du vol supersonique. C'est un point de fierté nationale, mais aussi une validation technique majeure. Oui, tout à fait. Le succès du vol de Carpentier a validé les choix de conception et d'ingénierie de Dassault. Ça a ouvert la voie à d'autres avions encore plus performants comme le Mystère IV. L'impact a été vraiment durable sur l'industrie. Et pour Carpentier lui-même, cet exploit a été largement reconnu, n'est-ce pas ? Oui, il a reçu de nombreuses distinctions, comme la Légion d'honneur ou la Croix de guerre. Son héritage est encore très présent aujourd'hui, notamment dans les écoles de formation, comme l'École de l'air, où des promotions portent son nom. C'est une figure qui continue d'inspirer. En résumé, Roger Carpentier n'était pas juste un pilote. En 1952, il est devenu un pionnier qui a littéralement propulsé l'aéronautique française dans l'ère du supersonique. Son courage et son expertise ont été déterminants pour l'avenir de l'aviation en France. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une date assez précise de l'histoire de l'aviation. 1953. C'est l'année du développement du premier avion militaire de série capable de passer le mur du son en vol horizontal.
ou en palier. Il s'agit du super sabre F-100 américain de North American. Oui, et il y a 2 notions vraiment clés dans cette phrase. La première, c'est avion de série. Ce n'est pas anodin. Exactement. On pense souvent à Chuck Yeager et au Bell X-1 en 1947 comme les premiers à avoir franchi le mur du son, et c'est vrai. Mais c'était un avion fusée expérimental, une pièce unique conçue uniquement pour la recherche. Le F-100, lui, c'était différent. Tout à fait. C'était un avion de chasse destiné à être produit en masse, à équiper des escadrons entiers. Passer du prototype de recherche à un avion de production capable de performances supersoniques, c'est un saut technologique et industriel énorme. Et le deuxième point important, c'est l'expression « en palier ». Peux-tu nous expliquer pourquoi cette précision est si importante ? Bien sûr, avant le F-100, d'autres avions à réaction avaient pu dépasser Mach 1, mais quasi systématiquement en piqué. En gros, ils utilisaient la gravité pour les aider à accélérer et à vaincre la traînée transsonique. Le faire en vol horizontal, en palier, signifie que la poussée du moteur seule est suffisante pour surmonter cette résistance aérodynamique massive. C'est la preuve d'un moteur et d'une aérodynamique bien plus avancée. Donc on parle d'une véritable avancée en termes de motorisation, avec le réacteur Pratt & Whitney J57. Cet avion s'inscrit d'ailleurs dans une période de course à l'armement en pleine guerre froide. Absolument. Le F-100 est le premier de la fameuse Century Series américaine, une série de chasseurs numérotés de F-100 à F-106. C'était une réponse directe aux capacités des avions soviétiques de l'époque, comme le MiG-17. La supériorité aérienne était un enjeu stratégique majeur. Et le super sabre, au-delà de ce record, a eu une longue carrière opérationnelle, n'est-ce pas ? Ce n'était pas juste une batte de course. Non, en effet. Même s'il a connu des débuts difficiles avec pas mal d'accidents à cause de son instabilité à haute vitesse, mais il a été largement utilisé, notamment comme chasseur-bombardier pendant la guerre du Vietnam. Il a été produit à plus de 2000 exemplaires, ce qui montre bien son statut d'avion de série. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir de cette information de 1953, c'est que le F-100 Super Sabre n'est pas simplement un avion rapide, c'est le symbole de la démocratisation, si on peut dire, du vol supersonique pour les forces aériennes. C'est exactement ça. Il marque le passage du vol supersonique comme un exploit expérimental à une capacité militaire opérationnelle et standardisée. Une étape fondamentale dans l'aviation de combat moderne. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une information assez succincte, mais qui représente un jalon majeur dans l'histoire de l'aéronautique. Le document mentionne 1953, le Douglas Skyrocket qui atteignit Mach 2,005. Oui, Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son. C'est un chiffre qui paraît presque banal aujourd'hui avec les avions de chasse modernes, mais en 1953, c'était de la pure science-fiction pour le grand public. Exactement. Et il faut bien comprendre que le Douglas Skyrocket, ou D558-2 de son nom de code, n'était pas un avion de ligne ou un chasseur standard. C'était un avion-fusée expérimental conçu spécifiquement pour la recherche à haute vitesse. Un avion-fusée, c'est ça qui est important. Il ne décollait pas d'une piste comme un avion classique, n'est-ce pas ? Pour économiser son précieux carburant de fusée pour la phase de vol à haute vitesse, il était largué en altitude depuis un avion porteur, un bombardier B-29. C'est tout à fait ça. Le vol historique a eu lieu le 20 novembre 1953 avec le pilote d'essai Albert Scott Crossfield aux commandes. Il est devenu le premier homme à dépasser Mach 2. Et la précision du chiffre, Mach 2,005, montre bien le caractère scientifique de la mission. On n'était pas là juste pour le record, mais pour collecter des données précises. Absolument. Dépasser le mur du son, Mach 1, c'était déjà un exploit immense, 6 ans plus tôt avec Chuck Yeager. Mais atteindre Mach 2, ça posait de tout nouveaux défis en termes de matériaux, de stabilité de l'appareil et de ce qu'on appelle l'échauffement cinétique, c'est-à-dire la chaleur générée par le frottement de l'air à ces vitesses. Ce programme de recherche mené par le NACA, le National Advisory Committee for Aeronautics, qui est en fait le prédécesseur de la NASA, a été fondamental. Les données recueillies par le Skyrocket et d'autres avions de la série X ont directement pavé la voie aux programmes spatiaux. C'est une excellente remarque. On ne peut pas voir ce record comme un événement isolé. Il s'inscrit dans une progression logique, une quête de connaissances qui a repoussé les limites de l'ingénierie aéronautique et a été un pilier de la course à l'espace durant la guerre froide. Donc, pour résumer, ce qui semble être une simple ligne de texte, c'est en fait le souvenir d'un exploit technique majeur. En 1953, le Douglas Skyrocket, un avion-fusée expérimental, a été le premier engin piloté à franchir le seuil de Mach 2.
Et cet événement n'était pas seulement un record de vitesse. C'était une étape cruciale dans la recherche sur le vol à très haute vitesse, qui a fourni des connaissances indispensables pour le développement de l'aviation supersonique et des futurs véhicules spatiaux. Un véritable bond en avant. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage clé de l'aéronautique française, une véritable légende, Konstantin Rozanov, plus connu sous le nom de Kostia Rozanov. On a fait quelques recherches sur lui, et même s'il n'y a pas d'actualité récente, son histoire est fascinante et fondamentale pour comprendre l'aviation à réaction en France. Oui, absolument. Kostia Rozanov, c'est un nom qui résonne particulièrement dans le milieu. Il n'était pas seulement un pilote, il était le pilote d'essai en chef chez Dassault Aviation après la guerre. Un pionnier vraiment. Exactement. Pour donner une idée de son calibre, les chiffres sont assez parlants. On parle de 5000 heures de vol, dont près de 4000 en mission de combat. Il a piloté plus de 200 types d'avions et d'hélicoptères différents. C'est énorme. Et sa carrière commence bien avant son travail sur les jets. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il s'est illustré. Il était commandant en second du groupe de chasse 2-4 et a participé à la bataille de France. Il a même abattu 2 avions de la Luftwaffe en mai 1940. C'est ça. Et c'est après la guerre que son rôle devient vraiment central pour l'industrie française. Il a été aux commandes des vols inauguraux de plusieurs appareils mythiques comme l'Ouragan et le Mystère 2. Il était au cœur du développement de l'aviation à réaction française. Et ça nous amène à son exploit le plus célèbre. Le 24 février 1954, il devient le premier pilote français à franchir le mur du son en vol horizontal, et ce, à bord d'un avion entièrement français, le Mystère 4B. C'est un moment très important. À l'époque, c'était un symbole fort de la renaissance technologique et industrielle de la France. Franchir le mur du son avec un avion national, c'était une immense fierté et une preuve de compétence sur la scène mondiale. Oui, et il l'a fait plus de 100 fois au total, ce qui montre à quel point il maîtrisait ces nouvelles technologies. Mais ce qui rend son histoire encore plus marquante, c'est sa fin tragique. Malheureusement, oui. Moins de 2 mois après cet exploit, le 3 avril 1954, il se tue lors d'un vol de démonstration publique. L'accident a eu lieu aux commandes d'un autre Mystère 4B, le même type d'appareil qui l'avait rendu célèbre. C'était un choc terrible pour le public et pour le monde de l'aviation. Perdre son pilote le plus emblématique, en pleine démonstration de la supériorité technologique qu'il avait contribué à bâtir, c'est une fin vraiment poignante. En résumé, si on devait retenir quelques points clés sur Kostia Rozanov, ce serait d'abord son rôle de pionnier de l'aviation à réaction en France et son travail crucial comme pilote d'essai pour Dassault Aviation. Ensuite, son exploit d'être le premier Français à passer le mur du son sur un avion français, un moment symbolique. Et enfin, sa mort tragique qui a fait de lui une véritable légende de l'aéronautique. Son nom reste indissociable de cette période de grands progrès et de prise de risque. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant de l'ère des jets, le programme Bell X-2. C'est un avion-fusée expérimental des années 50, conçu pour explorer les frontières du vol à très haute vitesse, entre Mach 2 et Mach 3. Ouais, et il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 1950, on entrait dans une nouvelle ère. L'objectif était de voler toujours plus vite et plus haut, mais ça posait d'énormes problèmes techniques. Le principal, c'était ce qu'on appelle le réchauffement cinétique, c'est-à-dire la chaleur intense générée par le frottement de l'air sur le fuselage à des vitesses hypersoniques. Exactement. Et pour contrer ça, le X-2 était une véritable innovation. Son fuselage n'était pas en aluminium, comme les avions classiques, mais en acier inoxydable et en camonel, un alliage de cuivre et de nickel capable de résister à des centaines de degrés. C'était une véritable armure contre la chaleur. Et pour la propulsion, il avait un moteur fusée à poussée modulable, ce qui était assez nouveau, mais ce qui est peut-être le plus spectaculaire, c'est qu'il ne décollait pas du sol. Il était largué en haute altitude, à environ 9000 mètres, par un bombardier Boeing B-50 modifié. Ensuite, le pilote allumait la fusée, grimpait, et une fois le carburant épuisé, il revenait en planant. C'est ça. Et le programme a connu des hauts et des bas. Sur les 20 vols d'essai menés entre 1952 et 1956, il y a eu un drame très tôt. En 1953, l'un des 2 exemplaires a explosé lors d'un test au sol, tuant le pilote d'essai de Bell, Gene Skipjiggler. Il ne restait donc plus qu'un seul X-2 pour la suite des opérations. Oui, et avec cet unique appareil, ils ont quand même battu des records. Le 7 septembre 1956, le pilote Ivan Kinchlow a atteint une altitude record de 38 466 mètres. Il est devenu le premier homme à dépasser les 100 000 pieds, ce qui lui a valu le surnom de premier homme de l'espace à l'époque. Et ça nous amène au vol le plus célèbre, et aussi le plus tragique, celui du 27 septembre 1956. Le pilote, Milburn Apt, effectuait son tout premier vol propulsé sur le X-2.
L'objectif était clair, être le premier homme à franchir officiellement Mach 3. Et il a réussi. Il a poussé l'avion jusqu'à Mach 3,2, soit environ 3377 km/h, un record absolu. Il est devenu le premier homme à voler à plus de 3 fois la vitesse du son. Mais c'est juste après avoir atteint ce record que les choses ont terriblement mal tourné. En fait, le plan de vol exigeait qu'il ralentisse avant d'amorcer son virage pour rentrer à la base. Mais pour une raison qu'on ignore, il a commencé sa manœuvre alors qu'il volait encore quasiment à Mach 3. À ces vitesses, le X2 était très instable et sujet à un phénomène dangereux, le couplage inertiel. Oui, le couplage inertiel, pour simplifier, c'est quand l'inertie de l'avion, son propre élan, devient si forte qu'elle prend le dessus sur l'efficacité des gouvernes. L'avion est devenu en gros incontrôlable, il est parti en vrille et apte à tenter d'utiliser la capsule de secours, qui était en fait tout le nez de l'avion, mais la manœuvre a échoué et il a été tué sur le coup. Cet accident a mis fin brutalement au programme X2. C'est une histoire qui mêle triomphe et tragédie. Ils ont atteint leur objectif, mais à un prix humain terrible. C'est vrai. Mais le légat du X2 est immense. Toutes les données recueillies sur la chaleur, la stabilité à haute vitesse et surtout ce fameux couplage inertiel ont été absolument cruciales. Elles ont directement servi à concevoir l'avion expérimental suivant, le fameux North American X-15, qui allait lui voler encore plus vite et encore plus haut, mais de manière plus sûre, justement grâce aux leçons apprises. Donc oui, malgré son destin tragique, le X2 reste un jalon essentiel dans la conquête du vol hypersonique. Ok. Aujourd'hui, on se penche sur un exploit assez spectaculaire de l'histoire de l'aviation, le record de vitesse du North American X-15A2. On parle d'un vol qui a eu lieu le 3 octobre 1967. Oui, une date clé. Ce jour-là, l'avion a atteint la vitesse vertigineuse de 7272,68 km/h. C'est Mach 6,7, un record pour un avion motorisé piloté qui tient toujours aujourd'hui. Absolument. Et pour comprendre cet exploit, il faut revenir un peu en arrière, au programme X-15 lui-même. Il a été lancé dans les années 50 par le National Advisory Committee for Aeronautics, ou NACA, qui est l'ancêtre de la NASA. C'est ça. L'objectif était très clair, explorer le vol à très haute vitesse et très haute altitude. On parle de vol hypersonique. C'était une collaboration entre la NASA, l'armée de l'air américaine et le constructeur North American Aviation. Ils voulaient collecter des données essentielles pour les futurs engins aérospatiaux. Et le X-15A2 n'était pas un modèle de base, c'était une version améliorée, spécifiquement modifiée pour battre des records. Il avait un fuselage allongé et des réservoirs de carburant supplémentaires pour permettre au moteur de fonctionner plus longtemps. Oui, et quel moteur? Le XLR 99, un moteur fusée d'une puissance incroyable pour l'époque. C'est lui qui a permis de propulser l'appareil à 7 vitesses records. L'avion était aussi bardé de capteurs pour tout enregistrer. La chaleur, les contraintes sur la structure, la stabilité. Revenons au vol lui-même. Le 3 octobre 67, le X-15A2, piloté par William Pitt Knight, n'a pas décollé du sol. Il a été largué depuis un bombardier B-52 à plus de 13 000 mètres d'altitude. Une fois largué, le pilote a allumé le moteur fusée et c'est là que l'accélération fulgurante a commencé. Il faut imaginer les conditions extrêmes. À Mach 6,7, la température sur la surface de l'avion a dépassé les 1300 degrés Celsius. C'est une chaleur intense due à la friction avec l'air. Comment un avion peut-il résister à ça? C'est là que les innovations technologiques entrent en jeu. La structure n'était pas en aluminium, mais en Inconel X, un super alliage de nickel-chrome capable de supporter des contraintes thermiques extrêmes. Exactement. Et en plus de ce matériau, l'avion était recouvert d'un revêtement spécial dit ablatif. C'est une couche qui absorbe la chaleur en se consumant très lentement, un peu comme un bouclier thermique qui s'érode pour protéger ce qui se trouve en dessous. C'était une technologie de pointe. L'impact de ce programme a été immense. Toutes les données collectées sur l'aérodynamique, la rentrée dans l'atmosphère et la protection thermique ont été fondamentales pour la suite de la conquête spatiale. Oui, on peut dire que le X-15 a directement contribué à la conception de la navette spatiale américaine. Il a prouvé la faisabilité d'un engin réutilisable, capable de voler comme un avion dans l'atmosphère après une mission dans l'espace. C'est l'héritage direct du X-15. En conclusion, ce record de vitesse n'était pas juste un chiffre, c'était le point culminant d'un programme de recherche qui a repoussé les frontières de la technologie et dont les leçons sont encore étudiées aujourd'hui dans le domaine du vol hypersonique. Tout à fait. C'est un témoignage de l'ingéniosité et de l'audace de cette époque. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient le voir, l'avion X-15A2 original est exposé au musée de l'Air Force aux États-Unis, en Ohio.
un vestige bien réel de cette incroyable aventure. Le franchissement du mur du son en 1947 par Chuck Yeager à bord du Bell X-1 reste l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'aviation. Cet événement a marqué non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un véritable tournant dans la conception des avions supersoniques. Il a ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour l'aviation civile et militaire, repoussant toujours plus loin les limites de la vitesse et de la performance. Ce premier vol supersonique a donc transformé l'aéronautique. Mais à peine ce cap était-il franchi qu'une nouvelle ère commençait, celle de l'aviation militaire d'après-guerre, où les avions deviennent plus puissants, plus rapides et encore plus sophistiqués. Dans le prochain épisode, nous explorerons justement cette évolution de l'aviation militaire après la Seconde Guerre mondiale. Nous nous pencherons sur les premiers jets, les avions à réaction de combat, et les nouvelles stratégies qui ont façonné les conflits de la guerre froide.